À son arrivée au dîner, le vagabond a trouvé presque tout le monde déjà mort. Bien sûr, il ne le savait pas encore, n'est-ce pas? C'était une nuit froide de fin octobre. Les arbres bordant ces routes secondaires américaines restaient à plonger dans l'obscurité. Ceux qui avaient encore la décence d'être vêtus arboraient tous des teintes d'orange et de marron. Les mêmes feuilles couvraient le macadam mouillé sous lui, par milliers, tandis que la roue avant de sa bécane les traversait. Il ne se rendit compte de sa faim qu'en apercevant le restaurant, et c'était un authentique restaurant routier. Un de ces grands tubes métalliques des années 50 déplacés à travers les États-Unis. Pas un café prétentieux qui tente seulement d'imiter l'ambiance recherchée des restaurants routiers. Capsule d'acier brillante avec auvent rayé, façon confiserie et une enseigne extérieure, Rico. Derrière, un fourré sombre d'arbres qui s'étendait sur des kilomètres de forêt sauvage. Il sentait le sable du sommeil sous ses paupières, une certaine lourdeur dans ses muscles qui ne venait que d'heures de conduite. La vibration des poignets transmettait le grondement du moteur à travers ses mains, remontant le long de ses avant-bras et descendant par ses voies nerveuses jusqu'au reste de son corps. Des frites épaisses et des œufs avec une grande tasse de café noir. C'est exactement ce dont il a besoin pour terminer le reste de ce voyage. Il transporte 1 kilo de poudre brune de ses amis du Sud, bien caché dans son sac à dos. C'est le genre de cargaison qu'on ne veut pas transporter l'esprit à moitié clair. Quand il s'est arrêté sur le parking, il a mis la béquille en place et a glissé les clés dans la poche de sa veste en cuir de motard. Il a vu plusieurs voitures garées devant le dîner. Mais de là où il se tenait, on aurait dit qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Étrange. Les lumières étaient allumées et l'enseigne LED affichait ouvert. Ça valait le coup d'essayer. Il monta lourdement les escaliers et entra, la clochette tintant au-dessus de lui. Des vieux tubes jouaient sur un authentique jukebox au fond du bâtiment. On avait l'impression d'entrer dans une peinture de Norman Rockwell. Mais où était tout le monde? Le vagabond plissa le nez. Une odeur étrange mais familière, écœurante et sucrée d'une façon qui semblait s'accrocher au tissu mou au fond de la gorge. Mort en décomposition. C'est à ce moment-là qu'il baissa les yeux et remarqua les traces rouges sur les carreaux noirs et blancs du sol. Empreinte et traînée, le vagabond avait côtoyé des groupes coriaces à son époque. Des types dangereux qui vous auraient écrasé le visage d'un coup de poing ganté de cuir pour un simple regard de travers. Mais il n'était pas nécessaire d'avoir roulé sa bosse pour savoir que quelque chose clochait sérieusement ici. Des pas, les semelles de chaussures de ville crissaient sur le linoléum. Le vagabond se retourna et vit quelqu'un debout à l'autre bout du dîner. À sa façon de se tenir, il avait l'air ivre. Mais il savait qu'il ne vendait pas d'alcool dans un endroit où l'on ne pouvait accéder qu'en voiture ou à vélo. Un homme vêtu d'une chemise serrée et d'une veste en jean, debout comme quelqu'un à qui on venait tout juste de donner des jambes et qui apprenait encore à s'en servir. Sa peau était grise, ses yeux fixes. Personne ne parle, chacun évaluant l'autre. Le vagabond, lui, ne détournait jamais les yeux. L'homme qui le fixait de l'autre bout du dîner commença à glisser la main dans sa veste, cherchant la crosse de son Kimber K6 dans son étui. Un revolver chargé de 6 balles, 357 Magnum, toutes plus rapides que le type louche au regard noir. Peu importait, l'essentiel était de savoir s'il dégainerait plus vite que ce type ne l'atteindrait. Et vous seriez choqué, vraiment choqué, de voir à quelle vitesse une personne motivée peut parcourir 5 mètres, rarement assez vite pour que quelqu'un d'autre que le kid de Sundance puisse dégainer, viser la cible et tirer. Tandis que le vagabond pensait aux variables, l'étranger poussa un cri perçant et traversa le dîner en courant, les mains tendues comme le monstre de Frankenstein. Le vagabond avait réussi à saisir le Kimber et à le sortir presque entièrement de l'étui près de ses côtes lorsque l'étranger entra en collision avec lui, les faisant tomber tous les deux au sol. Des mains froides s'enroulèrent autour de la gorge du vagabond, tandis que le Kimber lui échappait des mains, glissant sur les carreaux bien polis et se retrouvant sous les tabourets du bar près du comptoir. Il aurait pu tenter de l'attraper, mais la force de l'étranger l'aurait sans doute déjà maîtrisé avant. Il repoussa le visage de l'étranger, désormais tordu en un rictus presque enragé. D'une main, le vagabond fouilla à sa ceinture où il gardait un étui de couteau Bowie moderne. Une arme bien plus adaptée à ce type d'affrontement rapproché. Mais toutes ces pensées quittèrent son esprit lorsqu'il remarqua les vrilles, ces fins verts rosâtres qui semblaient venir de partout. Elles sortaient en déplis de la veste et de la chemise de l'étranger, contournaient l'arrière de son cou, sortaient de sa peau. Toutes se précipitaient en avant, se tortillaient, cherchaient à atteindre le vagabond. Ce n'était pas un autre flashback d'acide. Ces monstres étaient des réels, et il le voulait, se rapprochant petit à petit de son corps allongé. C'est alors qu'il vit la silhouette se dresser derrière l'inconnu, le singe sur son dos, pour ainsi dire.
Une longue corde charnue d'où semblaient se séparer tous ces filaments vermiformes. Et au sommet de cette corde, ce qui ressemblait à un cerveau humain, avec deux globes oculaires bleu saillant sur des tiges qui le fixaient. Même sans visage autour des yeux pour leur donner un quelconque contexte humain, il reconnaissait ce regard. Il le connaissait chez les camés, les accros à la cam et les toxicos. Ses yeux étaient affamés, en manque. Il ferait n'importe quoi pour une autre dose. Et alors que les tentacules s'étendaient envers lui, le vagabond comprit qu'il était la dose. Un bang assourdissant secoua le dîner, réorientant le monde du vagabond. Le cerveau sur la tige éclata, projetant de la boue noire sur les environs, y compris le vagabond. Toutes les vrilles retombèrent mollement et l'étranger s'effondra au sol, mort. Cette chose avec le cerveau. Il devait être manipulé comme une marionnette. Le vagabond se précipita sur son revolver et se releva au-dessus du comptoir, retrouvant son équilibre, agitant son arme comme un fou. C'est alors qu'il vit la serveuse derrière le comptoir, en uniforme rose rétro, petite coiffe blanche, peau foncée et grands yeux ronds terrifiés. Elle tenait un fusil à pompe Remington, 870 larmes, tremblant dans ses mains, des volutes de fumée s'échappant encore du canon. Une arme que le vagabond supposa qu'il gardait probablement sous le comptoir pour dissuader les voleurs. C'est toujours un risque quand on tient un dîner au milieu de nulle part. Pas pour exploser des monstres suceurs d'âme. Mais le vagabond n'avait jamais pris l'habitude de refuser un fusil offert, même braqué sur lui. « Merci pour le coffre », dit-il en abaissant son Kimber, tentant d'empêcher la boue noire de pénétrer dans sa bouche. « Vous allez me dire ce qui se passe ici, madame ? » Tout le monde est mort. C'est tout ce que la serveuse a pu dire, sa voix semblant être la manifestation même du choc des obus. Ils sont entrés et ont tué tout le monde. Ça, c'était déjà évident. Et d'une certaine façon, cela ne le remplissait pas de terreur. C'est arrivé quand la serveuse a regardé par la fenêtre et a murmuré discrètement « Oh non !» Car son esprit a répété ces mots en regardant dehors, voyant ce qu'elle voyait. Au moins 10 silhouettes titubaient sur le parking. Il supposa qu'il s'agissait d'anciens clients, tous marchant en titubant comme l'homme qui venait de l'étrangler. Malgré leurs différences, ils partageaient tous un trait commun dans leur silhouette. Une forme sombre de cerveau désincarné s'élève derrière eux, les manipulant de ses tentacules de chair. Il pouvait voir deux d'entre eux, de vrais costauds, probablement des routiers, autrefois debout de chaque côté de sa moto. Et ils retournaient tous vers le dîner, probablement pour vérifier si le bruit qu'ils venaient d'entendre annonçait d'autres victimes. Et le vagabond n'aimait pas l'idée de ce qui se passerait quand il réaliserait qu'ils avaient raison. « Il y a une porte de service ici ?» demanda-t-il. La serveuse, Remington toujours levée, acquiesça d'un signe de tête. « Alors, prends toutes les cartouches de rechange que tu as pour ce truc et sortons d'ici. On ne veut pas faire partie du coup de feu du dîner, madame. » Il n'eut pas à le répéter. Elle prit une boîte en carton et versa les cartouches de fusil rouge dans la poche avant de son tablier de serveuse. Ils partirent alors par la porte de derrière dans l'air froid nocturne et parmi les arbres. La forêt inconnue était-elle leur meilleure option ? Peut-être, peut-être pas. Le vagabond savait simplement qu'il n'y avait aucun moyen de retourner à sa moto et que sur la route, ils seraient des cibles faciles. Ils n'ont pas eu l'avance espérée par le vagabond. Bientôt, il put voir des silhouettes apparaître à l'arrière du dîner, les mêmes formes massives aux cerveaux affamés qui étaient étalés sur le parking. C'était une infection qui gagnait chacun, grossissant la horde de dépendants prêts à tout pour prolonger l'euphorie. La serveuse hurla et le vagabond se retourna pour voir un énorme routier costaud vêtu d'une chemise à carreaux rouges sortir de la terre. Il tenait un écureuil dans sa bouche, de fins filaments sortant de son nez pénétrèrent le cerveau de l'animal, se nourrissant de quelque chose en lui. Le cerveau s'éleva derrière le routier, le fixant de ses yeux verts perçants. Il lança un coup de poing maladroit de zombie, forçant la serveuse à l'esquiver. Elle arma le Remington et visa un autre tir, mais le routier l'attrapa par le canon et détourna l'arme alors qu'elle tirait. Le coup de feu retentit. Le bruit résonna dans la nuit. Le vagabond pouvait voir la chaleur du canon brûler la paume du routier, mais ce gros salaud n'avait pas l'air de s'en apercevoir. Il avançait l'autre main vers le visage de la serveuse. Le vagabond passa à l'action, sortit son Kimber et tira 3 balles en plein centre de la cible. Un réflexe de ses années de flic. Mais même s'il voyait l'impact des balles sur le corps du routier, aucune douleur ne semblait être ressentie. Pas même un haussement d'épaule en guise de reconnaissance. Il continuait simplement à tendre la main vers la serveuse avec une détermination sans faille. Et c'est à ce moment-là que le vagabond se souvint que l'esprit de ce type n'était plus dans sa tête.
Il flottait derrière son dos, fixant avec ses yeux maléfiques, des yeux sans foutu visage, exactement comme Hall & Oates l'avait chanté. Il aligna le cerveau flottant dans sa ligne de mire et pressa la détente, envoyant une balle brûlante droit à travers ce cervelet pêcheur, comme s'il appuyait sur un interrupteur. Le cerveau émit un jet de liquide noir et retomba sur le dos du routier, tandis que la marionnette s'effondrait dans la poussière. « Ancien client, à vous !» dit le vagabond. La serveuse acquiesça. « Désolé, ne le soyez pas !» répondit-elle. Il ne laissait jamais de pourboire. Il n'y avait plus de temps pour plaisanter. Pendant qu'ils s'occupèrent du routier, les autres du parking les avaient déjà presque rejoints. Le vagabond et la serveuse étaient entraînés plus profondément dans la forêt, loin de la lumière du restaurant. Le monde autour d'eux semblait devenir de plus en plus sombre, alors qu'ils couraient entre les arbres, les pas lourds de la horde juste derrière eux. Il semblait qu'il n'y avait aucune issue, qu'ils étaient condamnés à mourir ou à être capturés, ce qui revenait au même que la mort. De toute façon, là-bas, dans l'obscurité de la forêt, ils tiraient des coups de feu paniqués dans la nuit. « Attendez », dit la serveuse. En pointant par là, le vagabond vit qu'elle montrait une porte en fer, entr'ouverte, dans ce qui ressemblait à un bunker de béton de fortune. Ce n'était pas parfait, mais suffisant. Le duo courut se cacher à l'intérieur, referma la porte et se retrouva dans l'obscurité totale. La serveuse tâtonna le long du mur, espérant contre toute attente trouver un interrupteur sous ses doigts, et l'univers lui sourit. Une vieille ampoule à filaments s'alluma d'un clic au-dessus de leur tête. La pièce était petite, avec un escalier en pierre menant plus bas dans le bâtiment. Et avec les cinglés du cerveau dehors, frappant la porte à s'en faire de la bouillie et essayant de l'ouvrir de force, descendre semblait être la seule option logique. Le vagabond a éjecté le barillet de son Kimber, retiré les douilles usagées et glissé quelques cartouches supplémentaires de ses poches à la place. La serveuse fit de même, insérant des cartouches supplémentaires dans le port de chargement du Remington. Elle arma prudemment le fusil à pompe et ils descendirent en bas. « Vous avez une idée de ce qu'est cet endroit ? Je suppose que vous êtes du coin ?» demanda le vagabond. Elle secoua la tête. « Je n'étais jamais allé aussi loin dans ces bois. » Au bas de ce qui semblait être un escalier sans fin, ils trouvèrent ce qui ressemblait à un laboratoire de fortune. Des terminaux informatiques d'époque de la guerre froide, des boîtes de dossiers et surtout une série de grands tubes remplis d'un liquide visqueux. Ceux qui n'étaient pas déjà cassés et ne répandaient pas ce même liquide par terre de toute façon. Dans ceux qui étaient encore intacts, il y avait une scène familière. Des cerveaux humains dotés de systèmes nerveux centraux complets et d'yeux sur des tiges. Ils ont glacé le sang du vagabond et de la serveuse. Donc c'était ces choses dehors, celles qui avaient pris ces gens, les avaient vidés, possédés, revendiqués. Qui ferait quelque chose comme ça ? Qui demanda la serveuse. Fabriqué, tu es capturé, répondit le vagabond. Impossible de dire laquelle des deux possibilités était la plus inquiétante. Soudain, ils entendirent un bruit derrière les boîtes de dossiers. Tous deux se retournèrent, pointant leurs armes dans la pénombre, prêts à déchaîner toute la puissance de l'enfer sur tout ce qui oserait ramper vers eux. Mais le scientifique qui surgit semblait humain. « Vous ne devriez pas être là, dit-il, vous allez les libérer. »« Ils sont déjà sortis, » dit le vagabond, refusant de baisser son arme. « Ils sont entrés dans le diner et ont tué mes clients, » ajouta la serveuse. Il ne pensait pas qu'il était possible que le docteur devienne encore plus pâle, mais d'une manière ou d'une autre, c'est arrivé. Sa peau moite dégoulinait de sueur froide. « Nous devons appeler du renfort, » marmonna-t-il. « S'ils atteignent un centre de population, ils vont... » Il fut interrompu par des vrilles roses qui s'enroulèrent autour de lui. Il n'eut pas le temps de crier avant qu'elle ne s'infiltre sous sa peau, ses yeux roulant en arrière alors qu'un cerveau aux yeux fixes apparaissait derrière lui. C'était si rapide, en quelques secondes, l'homme avait disparu. Au moment où le vagabond et la serveuse visaient, le scientifique se pencha en avant. Soudainement, il fut pris d'une toux humide et rauque qui fit convulser tout son corps. Sa mâchoire s'ouvrit et quelque chose de rose et mouillé passa. Un second cerveau, aux yeux écarquillés et au système nerveux humide traînant comme une queue de comète, s'écrasa au sol dans un bruit écœurant. Avant que le vagabond ou la serveuse ne puissent surmonter leur confusion et leur dégoût pour tirer, la créature surnaturelle se jeta sur eux. Ceci est une anomalie très obscure du premier catalogue de la Fondation, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Ne vous y trompez pas. Sous-estimer votre adversaire pourrait faire de vos dernières pensées un festin. Pour SCP-1027, également connu sous le nom de système nerveux central carnivore, tout est dans le nom. C'est un système nerveux central humain adoptant des comportements prédateurs et parasites envers les êtres sensibles. Il évoque clairement une vision extraterrestre typique des années 1950.
Cet être est bel et bien humain sur le plan génétique, et cela rend son comportement agressif envers les autres membres de son espèce apparente encore plus déroutant. Ce qui frappe immédiatement à propos de cette anomalie plutôt désagréable, c'est qu'elle peut survivre en dehors du corps humain. Croyez-moi, si vous faisiez face à l'une des anomalies capables d'arracher votre cerveau et système nerveux central, vous ne survivriez pas pendant plus que quelques secondes intensément douloureuses. Les échantillons en possession de la Fondation, mesurés de l'apex du cerveau à la base du nerf sciatique, vont de 11 mètres à 15 mètres haut. Ils ont la plupart des sens humains, comme des yeux, des nerfs tactiles, des cochlées et peut-être un odorat rudimentaire. Tous les systèmes nerveux du SCP-1027 sont locomoteurs, donc chaque partie de cette créature peut bouger. Sa structure physique de type mollusque lui permet de se déplacer aisément dans une solution saline, mais il peut aussi poursuivre une cible sur terre ferme. La gaine de myéline des cellules du SCP-1027 est environ 300% plus épaisse que chez un humain adulte sain, leur donnant une durabilité anormale par rapport à leurs homologues humains. Cette durabilité inquiète car le régime principal du SCP-1027 semble être la matière cérébrale humaine. Ils se nourrissent de nos neurotransmetteurs, ces hormones qui transportent à pensées et émotions dans notre esprit. Et toutes leurs méthodes pour les obtenir sont invariablement fatales. Cependant, dans un retournement de situation à la fois scientifiquement intéressant et existentiellement effrayant, il a été démontré que ces créatures peuvent survivre pendant de longues périodes sans se nourrir. Nous ignorons si ces entités ont besoin de se nourrir ou si elles recherchent simplement les sensations liées à la consommation de nos neurotransmetteurs. Pour les spécimens en captivité, la Fondation a constaté qu'ils sont plus dociles lorsqu'ils sont nourris souvent. Lorsqu'on leur présente une proie vivante, les spécimens de SCP-1027 font preuve d'une rapidité effrayante en se jetant sur la cible, l'attaquant et se liant à son système nerveux central. Ils détournent le corps de leur victime pour se nourrir de délicieux neurotransmetteurs. Il n'est même pas nécessaire d'être vivant pour que cela marche. Ils pénètrent dans le cerveau des personnes récemment décédées par les conduits auditifs. Après avoir traversé les membranes méningées, les ganglions neuronaux de SCP-1027 libèrent une forte dose d'un composé de dopamine modifié dans le cerveau. En plus d'une impulsion électrique mesurée à environ 150 millivolts, environ 90% du temps, cela réanime le cadavre qui reste animé par SCP-1027 jusqu'à épuisement des neurotransmetteurs. Pendant ce temps, le corps manifestera l'intelligence et l'instinct d'un primate de bas niveau et sera probablement utilisé pour traquer de nouvelles proies potentielles. 1027 a l'avantage d'avoir des jambes. En raison de la nature consciente et prédatrice de cette entité, elle a donc été classée Euclide, une catégorie attribuée aux anomalies qui présentent un risque de brèche de confinement autonome. SCP-1027 doit être confiné dans un réservoir standard immergé dans une solution saline. Le personnel doit éviter tout contact physique direct avec SCP-1027, sauf pour le personnel chargé de l'alimentation. SCP-1027 doit recevoir un cerveau bovin frais chaque semaine. Tout le personnel impliqué dans l'alimentation de SCP-1027 doit porter un équipement de bioprotection de niveau 4. En cas d'exposition à SCP-1027, le personnel affecté doit être immédiatement traité comme des instances de SCP-1027 et soumis au protocole de confinement standard. Pour conclure, je vous invite à la prudence lorsque vous sortez. On ignore quand quelque chose, avide de vos pensées, rôde au coin de la rue, tendant ses tentacules vers vous. Après tout, goûter à un esprit serait terrible. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Allez consulter une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-705, la pâte à modeler militariste,